Bienvenue à tous. Du 14 au 15 mai 2025, la capitale gabonaise a accueilli la 57e conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie. Lors des échanges, plusieurs acteurs ont pris part aux discussions, parmi lesquelles les Nations Unies, la section Habitat, pour être plus précise. Et donc sur ce plateau, nous recevons Monsieur Claude Meutier Gomsi. Vous êtes chef de bureau Afrique centrale ONU Habitat. Lors de ces échanges, vous avez représenté, laissez-moi regarder, le directeur régional pour l'Afrique d'ONU Habitat. Bienvenue. Merci, madame. Alors, l'ONU a pris part aux échanges, aux discussions. Ce n'est pas surprenant parce qu'au cœur des Nations Unies, la question du logement et de l'habitat est d'un enjeu capital. Effectivement, c'est un enjeu capital et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en 2022 disait que nous sommes en retard et il faut multiplier les efforts pour accroître les investissements en matière de logement. Les Nations Unies portent un intérêt donc particulier à la question de l'habitat. D'ailleurs, les 17 objectifs de développement durable, à l'intérieur de ces 17 ODD, il y a l'ODD 11. Peut-être quelques détails pour que l'on comprenne bien de quoi il s'agit. Oui, l'ODD 11, on dirait l'ODD dédié au programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat en abrégé, qui vise à faire des villes et des établissements humains des lieux sûrs, inclusifs, résilients et durables. Et donc, c'est sous cet ODD que nous avons dans la problématique de l'accès à un logement adéquat. Et donc, en Afrique centrale, la question du logement, de l'habitat, comment est-ce qu'on l'aborde? Quelles sont les réalités que vivent notre sous-région? Disons que notre sous-région d'Afrique centrale a un déficit de logement supérieur à 7 millions d'unités. La RDC a un déficit de 4 millions d'unités. C'est donc dire que cette problématique se pose avec beaucoup plus d'acuité aujourd'hui, mais surtout demain si on n'anticipe pas. Mais il faut dire que l'Afrique centrale n'est pas en marge. Parce qu'en Afrique, on a un déficit de 53 millions d'unités pour tout le continent. Et ce déficit-là, selon certaines projections, iront à 130 millions de logements à l'horizon 2030. Voilà. Et dans ce prisme-là, l'Afrique centrale doit se réapproprier son défi. Et l'Afrique centrale peut aussi, sous le prisme donc, de cette rencontre qui se tient à Libreville, réorganiser et repenser sa façon d'offrir le logement. C'est quand même assez interpellateur ce que vous êtes en train de dire. Les chiffres sont effrayants. N'ayons pas peur des mots. Qu'est-ce qui justifie cet état des choses? Notre environnement, le climat, la qualité de vie sociale, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des chiffres aussi élevés? Bon, disons qu'il y a un ensemble de facteurs. Et parmi ces facteurs-là, il y a la faible anticipation dans le besoin. Il y a aussi le faible encadrement des populations, parce qu'il faut le dire, la plupart des logements construits qui sont dits inadéquats sont conçus par des individus sans encadrement étatique, sans accompagnement des municipalités et sans suivi de la qualité de vie. C'est donc dire que nous avons des institutions qui ont peiné pendant plusieurs années à restituer aux populations un cadre légal, institutionnel, financier et environnemental propice. Parfois, ça existe, n'est-ce pas? Mais ces cadres-là ne sont pas mis en œuvre. Et quand ils sont mis en œuvre, toutes les règles ne sont pas respectées. Et quand on ne respecte pas, il n'y a pas de sanction. De ce fait, donc, nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, participé à créer donc, des logements inadéquats, d'où le déficit. Maintenant, il faut souligner aussi qu'en matière de financement, plus que le thème de la 57e conférence était donc de booster le financement du logement abordable. Et pour booster cela, il faut repenser donc les modes de financement existants. Et quand nous observons en Afrique centrale, on se rend compte que plus de 80% des maisons sont autoconstruites. Ça veut dire que le financement est à la base. Donc il faut que le contribuable, qui est parfois aussi électeur, qui est aussi parfois cette personne qui est victime, doit pouvoir avoir son argent mieux canalisé. D'accord. Et donc l'État, nos États doivent jouer leur rôle de régulateur et d'accompagnement. Ce qui, me semble-t-il, à ONU Habitat n'a pas toujours été le cas. Pourquoi? Parce que si nous prenons par exemple le recensement général de la population et de l'habitat, parfois ces recensements-là sont assez vieux, donc on n'a pas de chiffres pour mieux anticiper. D'un de deux, on n'a pas toujours les politiques publiques qui sont élaborées et adoptées. Et lorsqu'elles sont élaborées et adoptées, la mise en œuvre est parfois difficile parce que certaines institutions publiques se marchent dessus.
Et en conséquence, donc, on n'a pas assez de temps pour encadrer nos populations. On n'a pas assez de temps pour prendre du recul et faire des projections et des prospectives qui vont faciliter cela. L'accès à un logement décent pour tous, c'est l'ambition des Nations Unies. Les Nations Unies qui sont des partenaires stratégiques pour les États africains. Aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes menées par les Nations Unies en partenariat avec nos États? Parce que dire à nos États qu'il faut maximiser les politiques, c'est bien, mais lorsqu'on a un partenaire, c'est que celui-ci doit nous aider à atteindre cet objectif. Aujourd'hui, en termes de bilan, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Disons, en termes de chiffres de logements produits, au New Habitat, nous ne construisons pas directement, mais nous, on facilite la construction. On a quelques logements témoins, des prototypes qu'on a eu à construire. Je pense à Sao Tomé et Principe, qui n'est peut-être pas dans l'espace de la francophonie, mais où nous avons accompagné des communautés à avoir accès à des logements décents. Nous avons accompagné certains prototypes au Cameroun, où on produit une maison à peu près 7 millions de francs CFA, quand c'est vraiment élevé, des maisons de 3 chambres, dont des T4 de moins de 90 mètres carrés. Donc, nous prolongeons ces prototypes et le but, c'est de rendre ça de vulgariser cela. Nous sommes en train de travailler avec l'ambassade de la France au Tchad et nous explorons aussi avec l'ambassade de France, par exemple, à Libreville, pour explorer la possibilité d'un concours architectural de la maison abordable pour tous. Et quand nous disons maison abordable, on doit pouvoir fixer le seuil à 5 millions ou 10 millions de francs CFA, mais c'est une maison qui peut être accessible à ces personnes-là qui sont à la fois dans l'informel ou dans le formel. Ça, c'est ce que ONU Habitat accompagne. ONU Habitat aussi aide à monter des projets bancables. Nous l'avons fait au Cameroun avec l'association des conducteurs de moto-taxi pour sceller un projet de 134 logements qui a été soumis au Crédit foncier du Cameroun. Et donc, le conseil d'administration a accepté le financement de ce projet-là. Donc, nous faisons également de l'accompagnement. Si je prends la RDC, où je suis basé, la République démocratique du Congo également, nous avons travaillé le ministère pour essayer de mener une réflexion sur les modalités de financement de l'accès au logement. Et les conclusions, nous les remettons à la partie nationale, quitte à elle de mettre cela en marche. Donc, voilà ce que nous faisons, à la fois sur les politiques, l'élaboration des programmes, l'évaluation de ce qui existe, mais également les prototypes qui peuvent marcher. Alors, ONU Habitat a une approche globale d'après nos différentes lectures et on a pu s'en rendre compte même lors de cette rencontre de 2 jours à Libreville au Gabon. Et donc, cette approche globale vous donne la visibilité sur ce qui se passe un peu partout. Vous nous avez parlé des chiffres en Afrique centrale, des chiffres dans les autres régions du continent. Est-ce qu'on pourrait dire que les réalités que l'on traverse en Afrique centrale sont les mêmes ou alors ces réalités-là répondent aux spécificités de chaque sous-région? Pour l'Afrique, dans un premier temps, il faut dire que les réalités peuvent être les mêmes ou sont quasiment les mêmes. Toutefois, il faut remarquer qu'en Afrique centrale, on est dans un bassin forestier qui est le bassin du Congo, qui invite certaines réalités qui ne sont pas les mêmes si on est dans une zone sahélienne, où on n'a pas des arbres pour produire, par exemple, du bois d'échafaudage ou les comptes plaqués. Donc, ça, c'est la spécificité. La deuxième spécificité, c'est qu'on est dans un contexte où il pleut beaucoup. Donc, on doit concevoir des maisons et des politiques de construction en tenant compte de la précipitation et de la chaleur qui prévaut et de l'humidité, ce qui ne sera pas le cas si on est dans une zone de chaleur. Maintenant, également en Afrique centrale, on a l'avantage qu'on a une diversité de climat. Si on prend du Tchad, du nord du Tchad jusqu'au sud de l'Angola, on a également des zones côtières qui imposent des modalités de construction qui sont différentes, qu'on soit proche des côtes, sur les collines, les hautes collines et par exemple dans les zones montagneuses. Donc ce qui fait que si on regarde de près Kinshasa et Brazzaville où il y a beaucoup des inondations, on peut se dire que les villes sont peut-être mal construites. Mais non, il faut dire que l'urbanisation dans ce bassin-là fait que, comme ce sont des zones de cuvette, il y a donc une forte accumulation des eaux qui partent du sud-est du Cameroun au pratiquement nord-ouest du Rwanda ou de la Zambie. Et donc, ça s'accumule. Donc, je crois que ce sont un peu nos spécificités qui vont nous inviter donc à tirer profit donc, de notre forêt pour construire peut-être en bois, tirer profit de notre forêt pour faire des tôles, non pas en aluminium, mais des tôles peut-être en matériaux locaux qu'on a standardisés. L'autre atout que nous avons, c'est de la terre. La terre que nous avons, c'est une terre qu'on peut stabiliser soit avec un léger pourcentage de ciment ou alors de l'argile qu'on peut faire à chaud comme on le voit au Rwanda. Donc, c'est dire que notre spécificité, c'est un peu cela, l'Afrique centrale. Maintenant, au niveau global,
il faut dire que quand on regarde le modèle de production de l'habitat au Canada, comme nous l'avons vu tout à l'heure, on a des maisons qui sont purement en bois. Mais on peut se poser la question, si le Gabon a pris la politique de promouvoir l'industrie du bois, pourquoi ne pas penser à construire en bois au Gabon? Peut-être pas aujourd'hui, mais à court, moyen et long terme, on peut imaginer dans une industrie du bois orientée vers la construction des logements en bois, comme le fait le Canada, comme le fait la Suède et d'autres pays. On n'est pas très surpris lorsque vous citez tous les atouts dont regorge l'Afrique centrale. On le sait, la forêt, la terre, la pluviométrie. Ce qui nous surprend, c'est que l'on ait quand même besoin de ce type de rencontre, c'est-à-dire celle qu'il y a eu à Libreville, cette 57e conférence annuelle, pour discuter de la question du logement, avec tout ce qu'on a comme atout. Est-ce qu'on a besoin de s'asseoir pour discuter quand on sait qu'on a la forêt, deuxième poumon mondial, le bassin du Congo, mais on rentre dans les forêts, on coupe du bois, on construit les maisons. Pourquoi chercher des financements? Ces financements, on les trouve où? Pourquoi on a l'impression que l'Afrique centrale n'exploite pas véritablement ses ressources et ses atouts? Qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent? Oui, disons que ce qui bloque ou ce qui bloquerait, tel que nous avons observé ces 2 jours, c'est beaucoup plus la mise en synergie des institutions publiques qui existent. On a diverses structures qui sont là, qui peut-être, je parle sous réserve dans le contexte du Gabon, ne se communiquent pas bien, ne synchronisent pas bien ce qu'il faut faire. Et donc, il y a un problème de coordination. Et j'imaginerais, dans le meilleur des mondes à venir, qu'à la lumière, donc, si on prend le Gabon, qui a un déficit d'à peu près 150 000 unités et dont une production de 6 000 à 7 000 logements par an, que si on concevait donc la politique industrielle du Gabon avec un levier logement, on pourrait bien imaginer de voir dans la chaîne de la production du logement qui pourra faire quoi et à quel moment. Et qui dit logement, qui dit financer le logement, ce n'est pas seulement financer l'unité qui est à la maison. Il faut financer les parcelles assainies, il faut financer le mobilier, tout ce qui est sol et stabilité du sol, le drainage. Il faut également financer la gestion postérieure qu'on doit pouvoir inclure dans ça. Donc je me dis, il faut mettre en synergie les institutions et chacun avait son rôle. Et je crois que le Gabon a l'écosystème institutionnel nécessaire. Il faut penser à mieux organiser les acteurs et le financement sera là. Comme je l'ai dit tantôt, sans vous couper, l'argent, il y a l'argent auprès des citoyens qui construisent déjà 80% des maisons. Donc, c'est de récapitaliser cet argent-là dans un espace mieux planifié. Et je crois que dans sa campagne présidentielle, son Excellence, Monsieur le Président avait souligné qu'il va falloir qu'on augmente les parcelles assainies, viabilisées, et qu'on construise des logements sociaux. Je pense qu'avec des programmes municipaux bien pensés au Gabon, on peut réduire ce gap-là rapidement. Vous venez une fois de plus de nous prouver que la ressource n'est qu'un potentiel. Pour qu'elle devienne richesse, il va falloir la transformer. C'est par des synergies qu'on y arrive. Merci beaucoup, Monsieur Claude Meutier Ngoussi. Je rappelle que vous êtes chef de bureau Afrique centrale ONU Habitat. Merci d'avoir répondu à notre question. Vous étiez sur le plateau de Gabon 24 dans le cadre de la tenue à Libreville au Gabon de la 57e conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie. Merci. Merci et bon retour. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.